Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette conférence en ligne sur le thème de l'entrepreneur en couple, qui va un petit peu faire un état des lieux, des points de vigilance par rapport aux entreprises. Donc ce webinaire s'adresse aux porteurs de projets, aux entrepreneurs déjà en exercice. Je me présente, je suis Virginie Dejoie, déléguée générale du réseau NCE, Notaire Conseil d'entreprise, qui est un réseau national de notaires qui sont particulièrement impliqués auprès des entreprises et des chefs d'entreprise, qui regroupe actuellement un peu plus de 250 études notariales réparties sur tout le territoire français. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin notre vice-présidente Céline Schwarzler, qui est notaire à Toulouse et qui va animer cette conférence. Petite info technique, vos micros sont coupés par défaut pour pouvoir suivre confortablement la conférence. Vous pouvez poser des questions sur la zone questions que vous retrouvez sur le panneau GoToWebinar à droite de votre écran. Il y a un moment d'échange prévu à l'issue de la présentation où on pourra répondre à vos questions. Voilà, sachez que la séance est enregistrée, vous recevrez le replay dans la journée à la suite de cette intervention. Alors pour commencer, vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Je vous invite à y répondre. Ça nous permettra de pouvoir vous informer en fonction de la typologie de vos réponses. Voilà, Céline, je te laisse prendre la suite. Et je vous dis à tout Merci à l'heure. Virginie. Bonjour à tous. Alors, comme on vous l'a dit, ce webinaire est destiné non pas aux juristes, mais à tout le monde. C'est un webinaire dit grand public. Je vais vous exposer brièvement les règles qui concernent l'entrepreneur en couple en passant en revue les trois types juridiques d'union. Donc tout d'abord, alors on le verra dans l'ordre à l'envers. Donc tout d'abord les concubins et l'union libre, les partenaires de Pacs qui sont de plus en plus nombreux, et en premier lieu on va s'attacher au cas des époux mariés. Donc, quelles sont les règles qui sont applicables pour les époux mariés? Les époux sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'époux qui ne soit pas soumis à un quelconque régime. Et le régime matrimonial va contenir toutes les règles relatives à la propriété des biens des époux et à leur gestion. Quand les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, ce qui est le cas de 85% des couples qui se marient, entre 85 et 90, les époux sont soumis au régime légal. Et le régime légal actuellement en vigueur depuis 1966, c'est celui de la communauté de biens réduite aux acquets. On va voir dans la slide suivante en détail quel est ce régime qui est quand même très répandu. Ils peuvent toutefois choisir un autre régime en signant avant le mariage un contrat de mariage devant notaire. Donc, si vous ne voulez pas être soumis au régime par défaut de la communauté de biens réduite aux acquets, il faut que vous choisissiez un autre régime matrimonial en signant un contrat de mariage. On verra que pour les étourdis ou pour ceux qui changent d'avis ou ceux dont la vie change, il y a une session de rattrapage avec le changement de régime matrimonial en cours d'union. Donc, le régime légal, c'est celui qui va être applicable par défaut. Donc, par défaut, on va avoir deux catégories de biens. D'un côté, les biens propres et de l'autre, les biens communs. Donc, les biens communs, comme l'indique le nom du régime, ce sont les biens qui sont des acquets. Alors, contrairement à ce que parfois certains pensent, les acquets, c'est pas ce qui rentre dans notre patrimoine en cours de mariage. On va dissocier deux choses. Donc, on va dissocier les biens qui rentrent dans le patrimoine à titre gratuit, c'est-à-dire sans payer de prix. Donc, il va s'agir des biens que l'un des époux va recevoir par succession ou par donation. Ces biens, ils ne sont pas des acquets, donc ils ne rentrent pas dans la communauté, ça reste des biens propres. Reste également propre tout ce qui était possédé par les époux au jour du mariage.
Excuse-moi, Céline, on a un petit problème de diffusion de ton PowerPoint. Est-ce que tu peux vérifier le partage, s'il te plaît? Alors, moi, je l'ai toujours. Je vais le mettre en pause. Je crois que c'est le sondage qui a... C'est bon, non? Oui, là, c'est bon. Merci. C'est grisé et c'est revenu. Donc, j'en étais donc bien propre. Ce que vous avez aujourd'hui mariage et ce que vous recevez par succession ou donation, bien commun, tout ce qui est acheté pendant le mariage. Donc, quand on paie un prix. Les revenus et les gains et salaires sont communs dans un régime de communauté légale. Donc, tout ce que vous gagnez, que ce soit par le travail, donc les gains et salaires, les revenus d'une entreprise, ou les revenus que vous avez, par exemple, des revenus locatifs, sont des revenus communs. Et donc, pour équilibrer les échanges entre les deux masses de revenus, de biens communs et de biens propres, on a la théorie des récompenses. La récompense, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'indemnité qui est due à l'un ou l'autre des patrimoines quand il a financé, entre autres, ou amélioré des biens qui ne sont pas dans le même patrimoine. Donc, je vous donne un exemple, ce sera plus clair. Vous avez un bien qui a été reçu par succession, une maison de famille, donc c'est un bien propre. Grâce à vos revenus, vous financez d'importants travaux. Donc, les importants travaux sont financés par la communauté. Donc, la communauté a donc payé avec des revenus communs des travaux afférents à un bien propre. Il y a donc une récompense qui est due par l'époux qui était propriétaire de cette maison de famille à la communauté. Pareil, vous étiez propriétaire d'un bien au jour du mariage. Vous continuez à rembourser le prêt pendant l'union, puisque vous aviez toujours un prêt en cours. Le bien reste propre, puisque vous l'aviez déjà au jour du mariage. En revanche, le remboursement du prêt par la communauté, puisqu'obligatoirement vous allez le rembourser avec des revenus, donnera lieu à récompense au profit de la communauté. Donc c'est ce qui permet, quand on fera la liquidation de la communauté, d'équilibrer les patrimoines et de rendre justice à chacun des patrimoines qui a contribué à l'enrichissement du couple. Vous pouvez toutefois choisir d'autres régimes. Donc, on a la communauté universelle. Alors, la communauté universelle est quand même pas très fréquente en contrat de mariage initial. On va quand même l'évoquer parce que c'est souvent un régime qu'on choisit. Alors, on peut le choisir en contrat de mariage initial, mais souvent pour des couples qui se marient à un âge très avancé. Mais on l'utilise souvent en pratique pour des couples déjà constitués par le biais d'un changement de régime. En contrat de mariage initial, on va pouvoir choisir, notamment si on est chef d'entreprise et qu'on veut une certaine indépendance entre les deux époux, la participation au Buzake, qui est assez rarement choisie, ou, ce qui est beaucoup plus fréquent, la séparation de biens. La communauté universelle, c'est une communauté élargie par rapport à celle du régime légal. Donc, elle peut aller jusqu'à tout englober, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patrimoine propre, tout est commun. On met tout dans le même pot. Quand on parle de communauté universelle, souvent les gens entendent aussi l'attribution intégrale de la communauté aux survivants. C'est-à-dire que pendant l'union, on a une communauté qui comprend la totalité du patrimoine du couple, puisqu'il n'y a pas de bien propre. Et au premier décès, le survivant se retrouve plein propriétaire de la totalité du patrimoine. Alors, c'est très bien pour protéger le conjoint survivant, puisque par la suite du premier décès, il reste propriétaire de tout, donc il a la maîtrise, il peut vendre, il peut faire ce qu'il veut. En revanche, c'est quand même pas une solution très favorable en matière fiscale, puisque les enfants, au lieu d'hériter en 2 temps, vont hériter en une seule fois au second décès. Donc ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher, sauf si on a prévu des donations antérieures. Donc, cette clause avec attribution intégrale aux survivants
elle est fréquente, mais elle n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez tout à fait avoir une communauté universelle sans pour autant prévoir une attribution intégrale au profit du survivant. Il y a beaucoup de clauses de dissolution intermédiaire. On peut parfois prévoir moitié-moitié, c'est-à-dire moitié en pleine propriété, moitié en usufruit. On peut prévoir ce qu'on appelle un préciput. Le préciput, c'est quelque chose que vous pouvez piocher dans la communauté. Donc, on peut dire, le conjoint survivant, il ne va pas tout récupérer, mais il va récupérer, par exemple, la résidence principale. Comme ça, la maison principale, il en a la maîtrise. Il peut la vendre, il peut la céder comme il veut. Et pour un chef d'entreprise, par exemple, si l'entreprise a été créée ou achetée en cours de mariage et qu'elle est donc commune, on peut prévoir un préciput sur l'entreprise donc ou le fonds de commerce ou les parts de société, ce qui permet au conjoint entrepreneur d'avoir la pleine maîtrise de son outil de travail suite au premier décès. Et comme on n'est pas dans une solution extrême de l'attribution intégrale, les enfants reçoivent quand même quelque chose au premier décès, donc on amoindrit quand même les effets très négatifs de l'attribution intégrale en matière fiscale. Si vous optez pour un régime qui est plus large que la communauté réduite aux acquets, il faut quand même faire attention si vos enfants ne sont pas communs. En effet, quand vous avez des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux, vous ne pouvez pas faire entièrement ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à la dissolution, notamment à la succession, on va corriger ce que vous avez fait pour ne pas trop désavantager les enfants. Parce que vous comprenez bien que si vous avez une famille recomposée avec des enfants de chaque côté, si vous avez par exemple une attribution intégrale, les enfants de celui qui meurt en premier, au final, ils ne reçoivent plus rien, puisque au premier décès, c'est le conjoint survivant qui reçoit tout. Et donc, au second décès, c'est les héritiers du conjoint survivant qui vont récupérer la totalité du patrimoine du couple. Donc, s'il y a des enfants non communs, il y a un mécanisme qui s'appelle l'action en retranchement qui permet de corriger ce que les parents ont fait pour que les enfants ne soient pas trop désavantagés. Et donc, évidemment, si vous êtes dans cette configuration familiale, il faut en tenir compte. La participation aux acquets, c'est un régime mixte. Alors en France, on ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est quand même le régime légal allemand, le régime légal suisse. Donc c'est un régime suisse, c'est un régime mixte. Pendant le mariage, ça fonctionne comme une séparation de biens, c'est-à-dire que chacun a ses biens, chacun fait ce qu'il veut, on a la pleine maîtrise. Et en revanche, au partage, on va regarder de combien chaque membre du couple s'est enrichi pendant l'union et on va rééquilibrer pour partager l'enrichissement par deux parts égales. Donc, je vous donne un exemple chiffré, ce qui sera peut-être plus simple. Vous avez deux époux. L'époux 1 s'est enrichi de 30 pendant le mariage. Donc, on fait la différence en fait entre ce qu'il a à la fin, ce qu'on appelle le patrimoine final, et ce qu'il avait au jour du mariage, qui s'appelle le patrimoine originaire. Alors, ce qu'il avait au jour du mariage et ce qu'il a reçu par succession. On fait la différence, donc on dit l'époux 1 s'est enrichi de 30, l'époux 2 ne s'est enrichi que 10. Bien, on va avoir ce qu'on appelle une créance de participation, c'est-à-dire que l'époux 1 va donner 10 à l'autre pour qu'il soit sur le même pied d'égalité. Donc le premier, il avait 30, on lui enlève 10, il lui reste 20. Et le deuxième, il avait gagné 10 par lui-même, il reçoit 10 de l'autre époux, et donc il est à 20. Donc ils sont tous les deux à égalité. Donc c'est pour ça que pour simplifier, on peut dire que la participation aux acquets fonctionne comme une séparation de biens en cours d'union et donc protège le patrimoine de chacun des membres du couple, mais qu'elle permet, contrairement à une séparation de biens et notamment une séparation de biens pure et simple, de partager l'enrichissement et que notamment un époux qui ne travaille pas ne soit pas défavorisé. Il était fréquent dans les participations aux acquets d'exclure certains biens. Alors, on le retrouvait très souvent avec l'outil de travail, donc l'exclusion des biens professionnels. Attention, depuis l'année dernière, il y a une jurisprudence qui remet en cause ces contrats de mariage qui contiennent une exclusion de biens professionnels. Donc, la conclusion, c'est que si vous êtes marié sous un régime de participation aux acquets et que dans votre contrat de mariage, il est prévu l'exclusion des biens professionnels, ça serait bien de revenir voir un notaire pour éventuellement voir avec lui ce qu'il y a lieu de faire et est-ce qu'on peut le corriger.
prendre d'autres dispositions pour le corriger. Si vous aviez envisagé de choisir un régime de participation aux acquis et d'exclure les biens professionnels, pour l'instant, il vaut mieux oublier. La séparation de biens. Alors, la séparation de biens, c'est ce que prennent très majoritairement les époux qui font un contrat de mariage. La séparation de biens, elle est caractérisée par une grande indépendance des époux. Chacun a son patrimoine, un peu comme en union libre ou dans le Pacs. On le verra après qu'il y a différents régimes de Pacs. Chacun des époux n'engage que ses biens, donc c'est un régime très protecteur puisque les créanciers ne peuvent saisir que le patrimoine de celui qui est leur débiteur. Mais c'est un régime qui laisse quand même la possibilité de faire des projets à deux. Donc, on peut acheter en indivision dans les proportions dans lesquelles on finance. Et on peut également, dans le contrat de mariage initial, rajouter un soupçon de communauté. C'est ce qu'on appelle la société d'acquis. Donc, la société d'acquis, ce sont certains biens qui seront communs dans un régime de séparation de biens. Par exemple, on peut y mettre la résidence principale ou autre. Quelques points de réflexion sur le choix du contrat de mariage pour un chef d'entreprise. Alors, pourquoi le choix du contrat de mariage est particulièrement important pour le chef d'entreprise? Alors, j'ai déjà mentionné plusieurs points. Le premier point, vous l'avez vu, si vous ne faites pas de contrat de mariage, vous êtes en communauté réduite aux acquis. Et donc, en communauté réduite aux acquis, si vous avez une entreprise, il y a deux solutions. Soit vous l'aviez déjà au jour du mariage ou vous la recevez par succession ou donation, elle est propre. En revanche, si vous la créez ou vous l'achetez en cours de mariage, elle va devenir commune. Alors que ce soit une entreprise détenue en société, que ce soit un fonds de commerce, un fonds libéral ou autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est commune et qu'il y a une séparation de biens, ben, normalement elle est partagée en deux. Donc s'il n'y en a qu'un des deux qui travaille et qui exploite, il va falloir qu'il rachète la part de l'autre. Donc, ça peut être périlleux pour l'entreprise. C'est également important pour la famille, puisque, on l'a vu, quand vous êtes en communauté, c'est l'ensemble du patrimoine commun qui, éventuellement, alors sous réserve de la nouvelle loi, notamment sur l'entrepreneur individuel, mais c'est, pardon, l'ensemble du patrimoine du couple qui peut être mis en danger. Pourquoi faire un contrat de mariage avant de se marier? Si vous avez décidé que le régime de communauté réduite aux acquis n'était pas très bon pour vous et que vous voulez faire un contrat de mariage, il vaut mieux le faire avant de se marier. La première chose, c'est que c'est beaucoup plus simple comme procédure que le changement de régime. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup moins coûteux puisque un contrat de mariage avant le mariage, c'est un coût fixe, on va dire autour de 350 €. Alors que si vous êtes marié depuis un certain nombre d'années et que vous vous dites, tiens, je veux monter une entreprise ou vous êtes déjà avec une entreprise et vous décidez de changer de régime, mais il va falloir, si vous passez d'un régime communautaire à un régime de séparation de biens, partager la communauté. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a notamment des impôts. Oui, c'est toujours le problème avec dès qu'on fait quelque chose, on paie des taxes. Donc là, on paie le fameux droit de partage. Est-ce qu'il est possible de changer son régime matrimonial si celui s'avère inadapté? Oui, on peut changer de régime matrimonial. Jusqu'à il y a 3 ans, il fallait attendre 2 ans de mariage. Maintenant, la durée attendre le délai de 2 ans n'est plus applicable. Donc, vous pouvez changer de régime. C'est quand même une procédure qui prend plusieurs mois puisqu'il y a 3 mois de délai d'opposition, soit de vos enfants majeurs, soit des créanciers. Donc, c'est quand même une procédure un peu plus lourde qu'un contrat de mariage qui se signe avant le mariage. Et donc, quel est le coût d'un contrat de mariage? J'ai déjà répondu pour le contrat avant le mariage. Pour le contrat de mariage qui est celui d'un changement de régime matrimonial en cours d'union, ça va dépendre de ce que vous avez ça va être proportionnel à l'actif à partager. Quels sont les droits du conjoint survivant? Donc là aussi, c'est pour mettre fin à une idée reçue. Ce n'est pas parce que vous êtes en séparation de biens que vous n'héritez pas l'un de l'autre. Donc les droits du conjoint survivant ne dépendent pas du régime matrimonial. On va hériter de son conjoint même si on est marié en séparation de biens.
Donc, les droits du conjoint survivant vont dépendre de deux choses. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises, c'est-à-dire un testament ou une donation de trépoux, alors qu'on appelle très souvent la donation au dernier des vivants, ou si ce n'est pas le cas et si on n'a que la loi qui peut s'appliquer, est-ce qu'il n'y a que des enfants communs ou est-ce qu'il s'agit d'une famille recomposée? En fonction, les droits des époux ne seront pas tout à fait les mêmes. Sur le plan fiscal, à ce jour et depuis 2007, il n'y a plus de droit de succession pour les conjoints. Donc, si vous héritez de votre conjoint, ça sera toujours pour l'instant exonéré de droit de succession. Les partenaires de Pacs. Donc, les partenaires de Pacs ont le choix entre deux régimes, la séparation des patrimoines et l'indivision. Donc, la séparation des patrimoines, on peut dire que c'est un régime de séparation de biens appliqué aux Pacs. C'est normalement le régime par défaut. En revanche, si vous choisissez ou si vous avez choisi le régime de l'indivision, vous ne pouvez pas l'exclure ponctuellement pour un achat. Et il n'est pas prévu de créance contre celui qui n'a pas financé. Alors, je vais vous expliquer en clair ce que ça signifie. Vous vous êtes pacsé, vous avez choisi le régime de l'indivision. Si vous créez une entreprise ou vous rachetez, par exemple, une pharmacie, ben, le bien que vous achetez va être obligatoirement détenu moitié-moitié. Et celui qui a tout payé, qui a emprunté, ne peut pas dire, si jamais il y a un souci, notamment une séparation, que ce n'est qu'à lui, parce qu'il n'y a que lui qui a payé. Entre guillemets, c'est perdu. Donc, mon conseil, si vous envisagez de faire un pacte, de faire très attention au régime que vous choisissez, et notamment depuis que les pactes passent en mairie, ici, enfin, du moins dans ma région, c'est une feuille A4 sur laquelle vous avez 3 lignes. Nous choisissons le régime 2, et donc vous avez les deux régimes possibles avec des croix. Il ne faut pas cocher au hasard, il faut bien réfléchir. Et surtout, si vous êtes déjà pacsé, de vérifier sous quel régime vous l'êtes. Donc, normalement, ce qui tient lieu de convention, c'est-à-dire cette feuille A4, vous en avez normalement une copie. Et donc, il faut vraiment vérifier sous quel régime vous êtes parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses. Excuse-moi Céline, on est bloqué sur la slide des droits du conjoint survivant. Alors, pour moi, ça fonctionne. Là aussi. On est toujours sur la, oui, on est toujours sur la slide. Alors, je vais arrêter l'affichage et je vais le remettre pour voir. Est-ce que là, c'est bon? Non, c'est toujours identique. Bon, de toute manière, vous recevrez le polycopier, il m'en reste 2. Donc, ça va aller assez vite. Donc, les droits du partenaire survivant. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes juste partenaire de Pacs, vous n'héritez pas par défaut l'un de l'autre. Donc, si vous souhaitez faire hériter votre partenaire de Pacs, il faudra prévoir un testament. Par défaut, le partenaire survivant n'a qu'un droit d'usage et d'habitation sur le logement familial pendant 1 année. Et en l'état actuel de la législation, les partenaires de Pacs ne paient pas non plus de droit de succession. Donc, dernier point, les couples en union libre, c'est-à-dire les concubins, ils n'ont pas de lien juridique, ils peuvent quand même acheter à deux. Donc, pour les concubins, évidemment, ils ne sont pas protégés par la loi en cas de décès puisqu'il n'y a pas de lien juridique. Et eux, en revanche, s'ils héritent, c'est-à-dire si vous rédigez un testament au profit de votre concubin, les droits de succession s'élèvent à 60%. Et j'ai terminé de vous dresser le tableau du couple avec quelques questions relatives à l'entrepreneur. Et je suis à l'écoute de vos questions. Alors, je crois qu'il y en a peut-être déjà.
alors qui sont relativement sur On a une question sur la théorie des récompenses. Je ne sais pas si tu la alors, vois s'afficher. alors c'est peut-être en haut parce que j'ai pas. Elle est plutôt en haut, oui. Bonjour, je n'ai pas de son. Juste en dessous, la théorie des récompenses s'applique-t-elle également lorsque des revenus issus de biens propres enrichissent la communauté? Oui. Donc, un exemple très courant, vous avez acheté un bien immobilier avec un prêt avant de vous marier, donc c'est un bien propre. 3 ans après, vous vous mariez sans contrat de mariage. Ce bien est en location. Même si le prêt est remboursé, alors maintenant avec la hausse des prix de l'immobilier, ça arrive de moins en moins souvent, mais même si c'est un équilibre et que les loyers vous suffisent à rembourser le prêt et que donc vous n'avez pas utilisé vos autres revenus et notamment vos revenus du travail pour le faire, il y a une récompense qui est due à la communauté puisque les revenus des biens propres sont des revenus communs. Donc ça s'applique aux loyers, alors que ce soit des loyers d'appartements ou les murs de l'entreprise. Si jamais vous êtes propriétaire de vos murs, le loyer qui est versé par l'entreprise, c'est un revenu commun, mais ça s'applique également aux revenus que vous pouvez dégager par une entreprise qui serait propre. Donc, vous avez déjà une entreprise au cours du mariage, enfin au jour du mariage, où vous la recevez par succession ou donation, les dividendes, tout ça tombe dans la communauté. Si, alors on avait une autre question sur l'accord verbal sur le partage. Ah non, il n'y a pas d'accord verbal normalement sur le partage. Si vous faites un changement de régime matrimonial et que vous partez d'un régime de communauté avec une communauté qui a un contenu, c'est-à-dire dans laquelle il y a déjà des biens, vous devez alors normalement partager la communauté, mais sinon vous allez rester en indivision. Mais dans tous les cas, il va falloir statuer sur le sort du patrimoine commun, qui ne peut plus être commun si vous adoptez un régime de séparation de biens. J'ai également ensuite une question sur la possibilité d'ajuster les quotités détenues dans l'indivision. Alors, actuellement, le régime par défaut du PACS, c'est un régime de séparation de biens, alors qu'on appelle dans matière de PACS le régime de séparation des patrimoines. Si vous choisissez le régime par l'autre régime qui n'est pas le régime par défaut, si vous choisissez volontairement le régime de l'indivision, ça sera une indivision moitié-moitié quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas choisir des quotités. Donc après, j'ai beaucoup de messages sur le... Hop. On a une question sur les droits de partage. Alors ça, je pense que c'est une question de notaire ou d'avocat. Est-ce que je prélève le droit de partage de 2,5% sur les clauses de préciput? À titre personnel, c'est pas une question grand public, ça. À titre personnel, je ne le prélève pas puisque justement le préciput se fait avant tout partage. Il y a une jurisprudence assez récente sur le sujet. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous référer. Ça a été pas mal commenté par le CNAF. Le CNAF, c'est le Centre notarial d'assistante fiscale qui est à Bordeaux et qui a pas mal étudié ce sujet puisqu'il y avait eu quelques cas de redressement sur le préciput, mais a priori la nature juridique du préciput étant par définition qui est un prélèvement avant le partage. Si c'est avant le partage, logiquement, il ne devrait pas y avoir de droit de partage. Pouvez-vous nous indiquer alors, ce que dit la jurisprudence sur les biens professionnels, les contrats de mariage. Alors, je pense qu'il y a une erreur que c'est pas un contrat de mariage de séparation de biens réduit aux acquets, puisque ça n'existe pas. Ça doit être un contrat de participation aux acquets. Là, alors,
Après, ça dépend quel est le niveau de connaissance juridique de celui qui pose la question. Mais le raisonnement est le suivant. C'est qu'on considère qu'il s'agit d'une disposition contenue dans le contrat de mariage qui est en fait assimilée à un avantage matrimonial. Or, comme en cas de divorce, les avantages matrimoniaux disparaissent, de facto, la disposition disparaît et donc n'est plus applicable. Voilà, si on peut résumer le raisonnement qu'il y a eu sur cette jurisprudence en matière d'exclusion des biens professionnels contenus dans un contrat de participation aux acquis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait des questions de personnes qui évoquent leur cas. Question Alors, si personne. on passe du régime légal à un régime de participation aux acquis, est-ce qu'on peut garder la communauté existante? Alors non. Si vous passez du régime légal à un régime de séparation de biens avec société d'acquis, donc c'est-à-dire une séparation de biens à laquelle on ajoute une société d'acquis, dans la société d'acquis, donc, vous pouvez choisir de garder certains biens, donc de l'ancienne communauté, qui seront la société d'acquis. Mais si on vise la participation aux acquis, c'est un régime séparatiste. Le fait de partager l'enrichissement n'est qu'un mécanisme comptable. C'est-à-dire que, donc, dans un régime légal, si on passe vers une participation aux acquis, on est également dans le cas du couple en régime légal qui passe dans une séparation de biens qu'on a vu tout à l'heure. Donc, soit on partage vraiment la communauté en attribuant des biens à l'un ou à l'autre, soit on est soumis à un régime, soit on est soumis à l'indivision puisqu'on reste à moitié-moitié. Une question, donc nous sommes mariés depuis 15 ans sans contrat de mariage, donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquis puisque le mariage et d'après 66 par définition. On a créé une société SARL il y a 10 ans. Question, si l'un de nous décède, l'autre héritait-il des parts ou faut-il les acheter? Alors, vous êtes soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquis. Les parts de SARL sont des biens communs. Donc, en gros, ils sont détenus moitié par chacun des époux. Donc, si on est sous un régime de communauté et que vous avez, par exemple, 100 parts de SARL, vous en avez, alors, c'est pas tout à fait vrai, mais si on simplifie, vous avez 50 parts qui appartiennent à l'époux 1, 50 parts qui appartiennent à l'époux 2, alors même si en fait les 100 parts sont dans la communauté, mais si on partage. Et donc au premier décès, l'époux 1, on va dire que c'est l'époux 1 qui décède en premier. Donc l'époux 2 va garder la moitié des parts, puisque c'est sa part de communauté. En revanche, il va y avoir une succession sur les parts de l'époux 1. Et là, tout va dépendre de l'identité des héritiers. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enfant, ben, par défaut, c'est l'époux qui va hériter, donc là, il n'y aura pas de problème. Si par contre, il y a des enfants, ils vont avoir des droits sur la succession. Donc, ça va dépendre de qui sont ces enfants. Est-ce que c'est que des enfants communs ou est-ce que ce ne sont pas des enfants communs parce que les droits vont être différents. Mais en tout cas, s'il y a des enfants, la règle, c'est que le conjoint survivant ne va pas hériter de la totalité des parts. Donc, au mieux, il aura un droit d'usufruit par la loi si quelque chose d'autre n'est pas prévu. Donc, effectivement, s'il veut être plein propriétaire, il va falloir qu'il rachète les parts aux enfants, enfin, du moins une partie des parts aux enfants, celle qui ne détiendra pas, et il faut leur accord. Donc, si vous souhaitez vraiment que le conjoint survivant hérite sans souci, il faut prendre des dispositions particulières à voir avec un notaire et il faut que ça soit compatible avec les règles de la réserve héréditaire. Je travaille au garage avec mon conjoint, on n'est pas pacsé, je suis en invalidité, je n'ai pas de salaire. Il a ouvert son garage. Alors, si vous êtes pacsé, tout va dépendre sous quel régime
vous êtes pacsé, on va partir du principe que vous n'avez pas pris, vous n'avez pas pris de dispositions particulières et que vous êtes soumis au régime légal du PACS, c'est-à-dire à la séparation de patrimoine. Pour le coup, si alors ce garage, je ne sais pas qui l'a alors il a été ouvert par monsieur, donc soit une création, soit une acquisition, donc il ne lui appartient qu'à lui. Donc pour le coup, le garage n'appartient qu'aux membres du couple qui en est propriétaire. Alors ça paraît assez évident dit comme ça, mais il n'y a pas de droit particulier sur ce garage pour le partenaire de PACS. Question suivante. Vous êtes marié sans contrat, une EIRL après mariage. Alors, une EIRL donc créée après mariage, donc qui dépend de la communauté. En cas de séparation, ben c'est simple, elle est moitié-moitié aux époux, donc soit elle reste détenue en indivision, alors il faudra sans doute la passer sous un autre statut, mais si on simplifie, l'entreprise sera détenue moitié-moitié par les époux, donc soit ils restent comme ça, parce que ça leur convient en adoptant un autre statut juridique pour l'entreprise, soit il y a un des époux qui veut en être seul propriétaire, donc il va falloir qu'il rachète l'autre moitié. Si jamais il y a un décès, comme tout à l'heure, ça va dépendre de qui est héritier. Par défaut, si vous avez des enfants communs, le conjoint survivant va en avoir l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance, et notamment pour une entreprise les revenus. Et les enfants vont en avoir la nue propriété, c'est-à-dire la propriété future. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive et quel que soit le montant, le conjoint survivant est exonéré d'impôt sur la succession, comme on a vu tout à l'heure. En revanche, les enfants ne sont pas exonérés d'impôt sur la succession. Donc, en fonction de la valeur de l'entreprise et en fonction du reste du patrimoine, on peut avoir des droits de succession à payer par les enfants. En cas d'exercice d'une activité professionnelle dans le régime matrimonial à participation aux acquis, quels sont les biens personnels? Ça va être alors, les biens saisissables, c'est quand même une question qui est vraiment d'actualité puisque depuis la mi-mai, la loi du 14 février 2022 qu'on avait déjà présentée dans un webinaire précédent est applicable et il y a quand même beaucoup moins de biens qui peuvent être appréhendés par les créanciers puisque, si on résume, la loi introduit une notion de dualité des patrimoines. On a d'un côté le patrimoine professionnel qui peut être évidemment inquiété en cas de souci et le patrimoine privé qui serait par défaut protégé. Donc, normalement, les biens personnels qui seraient saisissables, ça serait que les biens de l'époux en question, mais en plus que ces biens professionnels. Après, il faut quand même qu'il n'y ait pas eu d'autres dispositions prises et notamment que le créancier, s'il s'agit par exemple d'une banque, n'ait pas demandé à l'époux en question de renoncer à la séparation des patrimoines pour cette créance en particulier, puisqu'il est possible d'y renoncer de manière ponctuelle pour une créance déterminée. Et il ne faut pas non plus qu'il ait demandé à l'autre époux de se porter caution. Alors, droit de partage en cas de passage en séparation de biens avec une société d'acquet, oui et non. C'est-à-dire qu'il y aura de partage pour tous ceux qui étaient dans la communauté, qui ne restent pas dans la société d'acquet. Après, si vous avez une séparation de biens avec société d'acquet, avec une société d'acquet qui est tellement large qu'elle correspond au périmètre de la communauté, ça ne sert pas à grand-chose de changer de régime. Voilà. Alors, effectivement, en cas d'exercice d'une profession réglementaire en SAS, normalement en SAS, les créanciers de l'entreprise ne peuvent saisir que le patrimoine de l'entreprise, sauf cas particulier de l'extension de la procédure aux dirigeants qui seraient reconnus coupables d'imprudence ou de malversation.
À quel moment intégrer les enfants dans l'entreprise pour éviter les droits de succession? J'allais dire le plus tôt et le mieux en matière fiscale. Et notamment parce que les transmissions d'entreprise bénéficient d'un cadre fiscal avantageux avec la loi Dutreil. En revanche, ça paraît aussi évident, une fois que vous avez donné, c'est donné, et donc vous ne pouvez pas reprendre. Donc vous ne pouvez pas le faire trop tôt, parce que ça devient quand même imprudent, et notamment pour des sociétés commerciales, il est quand même très déconseillé et souvent impossible en fonction du statut juridique de mettre des enfants mineurs. Voilà. Donc, alors quand je dis entreprise, ça peut être pris au sens large également les SCI qui détiennent les murs. Donc là, c'est peut-être plus envisageable. Mais après, sur une société d'exploitation, je vous déconseille d'y mettre des enfants trop jeunes qui soient mineurs. Alors mineurs encore plus, mais même jeunes majeurs. Voilà, il faut. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc si jamais, voilà. On a fait le tour effectivement des questions, Céline, il me semble. Voilà. Parfait. Je vous remercie pour votre attention. Merci Céline, merci à toutes et à tous. Si d'aventure vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre boîte contact@notaire-nce.fr. Vous recevrez dans le courant de la journée la vidéo de la conférence du jour et sachez qu'on organisera à partir du mois de septembre des conférences régulières sur des thématiques juridiques qui pourront vous apporter des informations utiles par rapport à vos entreprises et vos projets d'entreprise au niveau juridique et patrimonial. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci Céline, bonne journée. Merci, au revoir.